Jean-Pierre? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une vidéo pour la correction du questionnaire d'auto-évaluation. Je vais également essayer d'expliquer un petit peu les réponses. Le questionnaire d'auto-évaluation commençait par les précautions standards. Alors les précautions standards, c'est quoi? Ce sont des mesures préventives que vont mettre en place les soignants pour éviter d'être contaminés par un micro-organisme potentiellement contagieux. Alors ça fait une définition un peu longue. En bref, ce sont des mesures que l'on va mettre en place pour tous les patients, dès qu'on fait un soin, quel que soit le moment et quel que soit le lieu. C'est ça, les précautions standards. C'est quelque chose qu'on va faire de base. On peut les résumer ainsi, on évite que les liquides biologiques d'un patient pénètrent en vous. On va mettre des barrières dès qu'un liquide biologique peut pénétrer en vous. Meilleur exemple, un patient arrive, il tousse, on lui fait porter un masque. Vous arrivez au travail, vous toussez, vous portez un masque. Autre exemple, le patient est VIH. Pour attraper le VIH, il faut avoir une relation sexuelle. 98% des cas de transmission de VIH sont sexuels. Donc ce patient n'est pas isolé. Les précautions standards sont donc suffisantes. On peut donc lui serrer la main et ne pas porter de gants. On n'isole pas les VIH, on ne les met pas en précautions complémentaires. Les précautions standards sont donc suffisantes. Les gants ne sont pas à mettre en systématique. Je viens de dire que les précautions standards, ce sont des précautions par rapport au liquide biologique. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai un patient Covid, on est bien sur une maladie pulmonaire. Si vous devez toucher son bras, sa peau, qu'il n'y a pas de liquide biologique, que la peau est intègre, on ne porte pas de gants. On ne porte pas de gants en systématique. C'est l'hygiène des mains qui est la précaution standard. On fait toujours une hygiène des mains avant de prendre en charge un patient et toujours une hygiène des mains après l'avoir pris en charge, au minimum. Avant, après, au minimum. Ça, c'est une précaution standard. Porter des gants systématiques, c'est pas une précaution standard, c'est une erreur. Du fait de cette explication, je vais pouvoir répondre à la première question sur les précautions standards. Je triche, j'ai la feuille, je vais vous relire correctement l'item. Les précautions standards visent à protéger uniquement les patients et les résidents? Bah non. Visent à protéger uniquement les soignants? Non. Visent à protéger à la fois patients, résidents et soignants? La réponse est donc oui. S'applique à tous les patients et les résidents? La réponse est donc oui, puisque je vous l'ai dit, c'est pour tout soin en tout lieu. S'applique uniquement aux patients résidents d'une bactérie multirésistante? Ben non, justement, nous verrons plus tard, mais ce seront les précautions complémentaires, ça s'applique justement à tout le monde. S'applique uniquement aux patients résidents qui présentent une infection? Pareil, non. Et s'applique aussi en consultation? Oui, elle s'applique aussi en consultation. Tout patient, tout soin, tout lieu. Une des précautions standards de base va être l'hygiène des mains, une hygiène de main qui va être réalisée de façon correcte, d'où la deuxième question. Il est essentiel pour avoir une hygiène des mains correcte que les avant-bras, mains et avant-bras soient dégagés. C'est-à-dire absence de bijoux, bague, montre, mais également absence de manches longues. Les avant-bras doivent être dégagés. L'idée, c'est donc de se désinfecter. Si vous faites une solution hydroalcoolique, vous allez donc vous désinfecter. Si vous faites une solution hydroalcoolique et que vous avez une manche longue, vous ne désinfecterez pas vos manches longues. Si vous faites une solution hydroalcoolique et que vous avez une montre avec un bracelet en cuir, etc., il ne sera pas désinfecté. Si vous faites une solution hydroalcoolique, et là on l'entend souvent, oui, mais j'ai fait une solution hydroalcoolique, j'ai désinfecté mes bagues, je vous rappelle qu'à aucun moment, il est dit que les solutions hydroalcooliques désinfectent le matériel. Ce n'est pas le mode de fonctionnement des solutions hydroalcooliques. Les solutions hydroalcooliques, si vous faites ça sur des matières inertes, ça va juste vous mettre un peu plus de glycérine et ça va créer des biofilms qui ont plutôt une tendance à emmener de la prolifération bactérienne ou virale. Les solutions hydroalcooliques doivent être utilisées sur la peau, pas sur des matériels inertes. Tout simplement parce que les solutions hydroalcooliques, pour fonctionner, ont besoin d'avoir l'effet chaleur, l'effet friction, une interaction avec vos lipides, etc. Donc elles sont utilisées sur les mains. C'est comme ça qu'elles désinfectent. Donc si vous désinfectez vos mains, ça va fonctionner. Si vous avez du matériel inerte, qui est une bague ou une montre, il ne sera pas correctement désinfecté. Qui plus est, les bijoux présentent des infractuosités. Les bactéries et les virus vont avoir une tendance à se mettre à l'intérieur et vont perdurer. Le vernis est un vrai réservoir à bactéries et à virus en général, tout simplement parce qu'il est souvent fendu, même non visuellement. Je vous rappelle que les bactéries, vous ne les voyez pas à l'œil. Donc ça va se mettre à l'intérieur et lorsque vous allez faire vos solutions hydroalcooliques, ça ne va pas apparaître. Vous voyez ici, on a des solutions hydroalcooliques qui sont faites sur des bijoux et vous voyez bien que ça ne décontamine pas totalement les bijoux. On peut donc ainsi répondre à la question, cocher les prérequis à la procédure d'hygiène des mains correcte. Ongles longs, propres et vernis? Non. Absence de bijoux? Oui. Manches longues? Non. Manches courtes? Oui. Présence d'alliance tolérée? Non. L'alliance est un bijou, au même titre que n'importe quel autre bijou. Ongles courts, propres et non vernis? Oui. Ongles courts, propres et non vernis.
À la question, un lavage simple des mains au savon est suffisant avant de réaliser un soin, la réponse est non. Ce n'est pas suffisant. Lorsque vous allez faire un soin, il faut atteindre un niveau d'asepsie, de désinfection. Ce que ne vous donnera pas le savon simple. Le savon simple, il est utile dans la vie quotidienne, lorsque vous allez sortir des toilettes, etc. Je rappelle quand même, pour ne pas tout confondre, que là je parle bien du niveau à atteindre pour faire un soin. Le savon simple, que l'on parle d'une pathologie un peu connue en ce moment, le Covid, ou même des gastro, etc. hivernales, lorsque vous êtes chez vous et que vous ne pratiquez pas de soins, s'il y a du Covid sur vos mains, ou vous avez des virus de la gastro ou du virus de la grippe sur vos mains, le savon simple va être suffisant. S'il y en a sur les couverts, etc., la vaisselle avec un détergent simple va être suffisante. Vous allez tuer le virus ou tuer les bactéries dans ces cas-là. Ça ne pose pas de problème. Pour la question, la protection oculaire par les lunettes de vue est suffisante lors des risques de projection? La réponse est non. On en revient aux précautions standards, il ne doit pas pénétrer le liquide biologique d'une autre personne en vous. On peut schématiser un peu comme ça, il y a 4 grandes voies principales de modes de transmission que vous allez croiser en tant que soignant. La première va être la transmission sexuelle, c'est le cas du VIH par exemple, donc vous n'êtes pas concerné en tant que soignant. Il en reste donc 3. Il y a 3 moyens pour les bactéries et les virus en général de pénétrer dans le corps. Je ne parle pas de l'AES, qui est un événement indésirable, je parle en général. Ça va être au niveau de la muqueuse buccale, au niveau de la muqueuse nasale et de la muqueuse oculaire. C'est ici que pénètre. Si vous avez de la bactérie ou du virus qui se dépose ici, vous n'êtes absolument pas contaminé. Vous êtes porteur de la chose. Si vous avez plein de Covid ici, vous n'avez pas le Covid. D'accord ? Il faut que ça pénètre dans le corps. Et les points de pénétration sont ceux-ci. Vous allez donc protéger la muqueuse nasale et buccale avec le port d'un masque chirurgical comme celui-ci, qui va couvrir, mais vous ne protégerez pas la muqueuse oculaire s'il y a un vrai risque de projection par le patient. Si vous portez des lunettes, forcément, des lunettes, vous allez protéger cette fois-ci la muqueuse oculaire. Ces lunettes, et c'est pour ça que la réponse c'est non, le port de lunettes protège. Ces lunettes, ce sont des lunettes de type EPI, équipement de protection individuelle. Elles ont l'avantage d'être très couvrantes, c'est pour ça que les lunettes de vue selon la forme ne sont pas suffisamment couvrantes. Et surtout à la différence également des lunettes de vue, vous allez les porter, vous les enlevez à la fin du soin, vous les décontaminez et vous allez les remettre ensuite. Pour la question, lorsque l'on présente des signes d'infection pulmonaire et où on tousse, doit-on porter un masque? Je pense que vous avez la réponse. Oui, on doit porter un masque. Pour finir avec les précautions standards, lors de la toilette d'un patient, doit-on toujours porter un tablier à usage unique? La réponse est oui. On ne porte pas le tablier à usage unique pour les patients qui vont porter des BMR, etc. ou qui sont en précaution complémentaire. On va le porter pour tout patient. Tout simplement parce que lorsqu'on va aller faire une toilette, d'accord, on va porter un tablier en plastique pour protéger sa tenue. Lorsque vous allez faire une toilette, vous allez aller vers un lieu, d'accord, aussi bien urinaire que digestif, où il y a des dizaines et des centaines de milliards de bactéries. Donc vous ne pouvez pas contaminer votre tenue par ces bactéries fécales pour les ramener ensuite aux patients d'à côté. Donc on va porter un tablier en plastique et on va le porter pour tous les patients. Et là va revenir la question souvent, tablier oui mais moi je préfère la surblouse, c'est plus protecteur. Je vous rappelle que si vous restez sur les prérequis de l'hygiène des mains, c'est-à-dire des vêtements à manches courtes et que vous ne portez pas de manches longues, la blouse n'a pas d'intérêt. Si vous portez un tablier en plastique, le tablier en plastique va être ici, le fait de vous coller sur le patient, vous allez protéger cette surface, vous l'enlevez avant de sortir de la chambre et vous faites une hygiène des mains. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Les précautions complémentaires sont des mesures qu'on va ajouter aux précautions standards. C'est-à-dire que les précautions standards, comme je vous l'ai expliqué, elles sont applicables à tout le monde pour tous les soins en tout endroit. Et puis parfois on va rajouter des précautions complémentaires qui vont se surajouter à ces standards chez certains patients parce qu'ils vont présenter des bactéries qui sont soit résistantes aux antibiotiques, c'est le cas par exemple du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, le SARM, ou alors ils vont présenter un pathogène clairement identifié à risque épidémique, c'est le cas de la grippe, de norovirus, d'adénovirus. Ces précautions complémentaires n'ont pas pour but d'être toute une vie. Ce sont des patients qu'on va prendre en charge en précaution standard en temps ordinaire, et puis soudainement, le même patient, il va présenter une gastrovirale, donc pendant quelques jours, on va rajouter des précautions complémentaires, cette fois-ci contact, je viens de parler de la gastro, où il va présenter une grippe, et on va rajouter des précautions complémentaires gouttelettes. En moyenne sur la grippe, c'est 7 jours, le temps que ce patient
ne soit plus infectieux, ne présente plus la pathologie grippe, et puis après on relève et le patient repasse en standard. C'est ça les précautions complémentaires. C'est la gradation, on augmente pendant un certain temps chez un patient identifié les précautions. Pour répondre à la question, cocher les précautions complémentaires qui existent, les bonnes réponses sont le C, le G et le A. Ces précautions sont bien des précautions complémentaires qui existent au niveau national, également européen et mondial. Le fait d'utiliser ces symboles pour les précautions complémentaires a un intérêt. Le but des précautions complémentaires, comme je vous l'ai dit, c'est de signaler à un moment, attention, ce patient va porter une pathologie infectieuse, il faut s'en protéger. Vous comprenez bien que, par confidentialité, on ne va pas pouvoir noter sur la porte la gale, le galeux, le tuberculeux, etc. C'est fondamentalement interdit, fort heureusement. Il va falloir prévenir le personnel, parce que du personnel peut revenir de vacances et n'a pas forcément l'information, mais également prévenir pour les personnels qui viennent d'autres services et qui viennent voir ce patient. Il est nécessaire que cette information apparaisse donc sur la porte du patient. Il est nécessaire que cette information soit dans le dossier patient, C-A-G, dans le dossier patient. Ces informations n'ont qu'un but, c'est de dire attention, dans cette chambre, un patient a un risque potentiellement infectieux. Si vous appliquez ces précautions en entrant dans cette chambre, vous ne serez pas contaminé. C'est seulement ça, c'est ça que ça veut dire. Ça ne donne pas d'information médicale. À la question, pour entrer dans la chambre d'un patient en précaution complémentaire, faut-il mettre systématiquement des gants? La réponse est non. C'est une des questions où il y a eu plus d'erreurs. Je peux donc que vous conseiller d'aller voir sur cette chaîne YouTube le port de gants et les BMR où je l'explique, d'accord? Je vais refaire court ici, mais je vais vous réexpliquer. Les gants n'ont qu'un but, c'est de vous protéger des liquides biologiques. Si j'ai un patient qui a du staph doré résistant dans le nez, d'accord, dans le nez, et que vous allez toucher sa peau, ce patient est bien en précaution complémentaire, il a du staph résistant dans le nez, donc précaution complémentaire, contact, et que vous allez toucher sa peau, il n'y a aucune nécessité de porter des gants. Le staph doré ne va pas aller sur votre doigt, pénétrer directement dans votre peau, etc. Vous ne portez pas de gants. On ne porte pas de gants en systématique chez un patient Covid. Le Covid est une maladie pulmonaire à pénétration pulmonaire pour vous. Le patient qui va avoir le Covid, si vous devez toucher son bras, ses jambes et ses cuisses ou lui serrer la main, il n'y a aucun intérêt de porter des gants. Ça ne va pas pénétrer en vous. Si vous voulez être protégé, vous rentrez sans gants, vous touchez sa peau et vous faites une hygiène des mains. Et fin du Covid. Il n'y a rien de pire que de porter des gants pour croire que ça protège. Parce que généralement, les gens qui portent des gants, derrière, ne font pas d'hygiène des mains. Et deux, les gants, puisque ça s'appelle des gants de soins, si vous êtes à 2,50 m d'un patient, vos gants ne servent plus à rien. Et surtout, ils commencent à contaminer, c'est-à-dire que c'est un élément inerte que vous éloignez d'un patient potentiellement infectieux avec lequel vous allez toucher son environnement à lui, voire au pire les poignées de porte, voire au pire dans le couloir, le chariot de soins, etc. Donc les gants sont plutôt un facteur de création d'épidémies parce qu'ils n'empêchent pas les épidémies, c'est pas le but. Le port de gants par le soignant, c'est sa protection vis-à-vis des liquides biologiques. C'est hygiène des mains avant d'entrer dans la chambre, hygiène des mains en sortant de la chambre, le minimum. Et après, les gants, c'est selon. Donc on ne porte pas systématiquement de gants pour un patient qui est en précaution complémentaire. Donc la mise en place de précautions complémentaires est une prescription médicale, ainsi que la levée des précautions complémentaires qui est une prescription médicale. Le terme BMR signifie bactéries multirésistantes. Si vous voulez plus de détails sur les BMR et plus d'explications de ce que sont les BMR, je ne peux que vous conseiller pareil d'aller voir cette vidéo sur la chaîne YouTube, la vidéo sur les BMR. Pour répondre à la question parmi ces micro-organismes, lesquels sont des BMR, première proposition, les Escherichia coli. L'Escherichia coli n'est pas une BMR, c'est une bactérie qui naturellement vit chez l'homme, c'est une bactérie utile du tube digestif. Forcément, comme elle est présente chez tous les hommes, elle représente un taux d'infection assez important, mais c'est une infection à bactéries commensales qui n'est absolument pas résistante. Deuxième proposition, Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. Donc là, comme il y a le terme sensible, non, ce n'est pas une BMR. La BMR, c'est le staphylocoque résistant à la méticilline, le SARM. Troisième proposition, le bacille de Koch, responsable de la tuberculose, n'est pas une BMR. Quatrième proposition, la Legionella pneumophila. La Legionella pneumophila n'est pas une BMR. Cinquième proposition, entérobactéries, entéro comme entérique, donc bactéries du tube digestif, à bêta-lactamase à spectre étendu. Oui, c'est une BMR. Ce sont des entérobactéries comme les Escherichia coli, d'accord, des bactéries du tube digestif, qui ont acquise des résistances, des bêta-lactamases à spectre étendu, ce sont donc des BMR.
Enterobactéries productrices de céphalosporinase déréprimée, là c'était, je l'avoue, un petit peu pas sympa. Non, ce ne sont pas des bactéries multirésistantes, c'est-à-dire que ce sont des bactéries comme cette Escherichia coli qui commencent à devenir résistantes, mais ce n'est pas une résistance qui est ce qu'on appelle épidémique, mais il faut se méfier, c'est-à-dire que le patient commence certainement à avoir trop d'antibiotiques, trop de traitements antibiotiques, et que ces bactéries qui lui appartiennent, ces bactéries commensales, commencent à présenter des résistances, et que ça va certainement se diriger vers la BMR si on continue à sélectionner ces bactéries par les antibiotiques. Est-ce qu'un patient porteur de BHRE ou de BMR peut se rendre sur un plateau technique ou en consultation, etc. Bien sûr, si l'examen ou la consultation est nécessaire dans la prise en charge du patient, il ne faut absolument pas l'annuler parce que le patient est porteur d'une BMR ou d'une BHRE. L'infection ne doit pas se substituer à la prise en charge du patient. Par contre, il est essentiel que vous précisiez à l'établissement d'accueil ou au service d'accueil que ce patient est en précaution complémentaire CG ou A et le micro-organisme qui est concerné afin que l'hôpital ou le service d'accueil prépare les mesures nécessaires à sa prise en charge. Autre question, vous avez un patient qui est porteur de la gale. Combien de temps doit-il être mis en précaution complémentaire gale après administration du traitement? La réponse est 48 heures. Lorsque vous allez avoir un patient qui va présenter la gale, si vous mettez un traitement en place par exemple le lundi matin à 8 heures, le mercredi matin à 8 heures, soit 48 heures plus tard, vous pouvez lever les précautions gale. D'accord, le patient ne sera plus contagieux. Le patient présentera encore forcément peut-être ses vésicules ou ses lésions de grattage. Ce n'est pas un traitement qui va permettre d'enlever les lésions. C'est un traitement qui va s'attaquer aux parasites. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, le patient a peut-être encore les lésions, etc. Mais il n'est plus contagieux gale. À la question, vous traitez par antibiothérapie de 7 jours une patiente présentant une cystite à Proteus mirabilis BLSE. Au bout de combien de temps levez-vous les précautions complémentaires? Il y avait plusieurs choix. Ce n'est pas 24 heures, pas 48 heures, pas 5 jours, pas une semaine. On ne lève pas les précautions complémentaires. L'antibiothérapie, c'est bien le traitement de l'infection. Le fait de mettre une antibiothérapie ne permet pas d'éradiquer le portage. Proteus mirabilis BLSE, c'est une entérobactérie BLSE, donc une bactérie entérique, donc une bactérie du tube digestif. Vous avez donc traité l'infection urinaire vésicale, la cystite, mais le fait de mettre des antibiotiques n'enlève pas le portage au niveau du tube digestif. Vous ne pouvez donc pas lever les précautions complémentaires parce que vous avez traité quelque chose au niveau vésical alors que vous le portez au niveau digestif. Si vous voulez lever des précautions complémentaires, il faudra vérifier que cette bactérie n'existe plus au niveau digestif, c'est-à-dire reproduire 2 à 3 fois des écouvillons à 7 jours d'intervalle au niveau rectal et vérifier que la BLSE a disparu. Mais vous ne pouvez pas lever des précautions complémentaires juste parce que vous avez mis une antibiothérapie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on voulait même être un petit peu logique, les antibiothérapies vont plutôt recréer des résistances chez les bactéries déjà résistantes. Voilà, c'est terminé, la vidéo est certes un peu longue, je voulais vous donner des réponses, mais des réponses explicatives, pas simplement oui, non. Si vous êtes intéressé par le sujet et que vous voulez développer un petit peu sur cette chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos, les BMR, le port de gants, les dasseries, etc., que je vous conseille de regarder. Sinon, l'UPRIA organise également des formations, les infirmières hygiénistes et moi-même, vous pouvez vous renseigner, et bien sûr, nous restons toujours joignables. Bonne journée à vous, bon courage.